Alors, pour la présentation suivante, on va écouter Alice Ruet qui va nous présenter Que savent les chevaux de nous. Tout à l'heure, on a vu qu'est-ce qu'on savait d'eux et maintenant, on va voir dans l'autre sens comment ça marche. Donc la transition est parfaite avec la présentation juste avant parce que justement, je vais vous présenter les résultats d'études en cognition qui viennent démontrer les mécanismes justement qui sont en jeu dans les relations entre humains et chevaux. Donc l'enchaînement est parfait. Donc voilà, on va parler de cognition sociale, ce qu'on appelle la cognition sociale. Alors, pour commencer, une petite définition, juste pour poser un peu le contexte. Quand on parle de cognition, on parle de tous les processus mentaux. Alors pareil, il y a plein de définitions de la cognition, mais en gros, quand on parle de cognition, c'est tout ce qui se passe dans le cerveau et qui commence avec l'apparition d'une stimulation externe et qui va produire une réponse comportementale. En fait, quand on veut étudier la cognition chez les humains, chez les animaux, on va essayer de comprendre justement qu'est-ce que les individus perçoivent, comment leur cerveau traite les informations, qu'est-ce qu'ils acquièrent en fait de ce traitement, qu'est-ce qu'ils stockent et comment ils agissent sur ces informations. Et donc nous, on va parler de cognition sociale, donc vraiment les mécanismes qui sont en jeu dans les interactions sociales, et notamment, j'ai fait un focus sur les relations cheval-humain. Donc c'est aussi un champ de recherche qui se développe très largement depuis une vingtaine d'années à peu près, chez toutes les espèces animales. Et l'objectif, c'est bien sûr de mieux comprendre les relations humain-animal, et notamment humain-cheval. Alors on l'a dit plusieurs fois, notamment avec la présentation de Patrice, on a une relation qui est multimillénaire avec les équidés. Ce qui est intéressant, c'est que les connaissances évoluent encore sur la domestication. Il y a plein de choses, mais pourquoi ça évolue? Parce que justement les techniques d'analyse génétique se perfectionnent et donc on arrive à pouvoir relier des lignées de chevaux passés et puis de nos chevaux modernes aujourd'hui. Des petits éléments comme ça. En fait, jusqu'à assez peu de temps, on pensait que les premières traces de domestication, elles dataient de moins 5500 ans. Ça a été retrouvé chez des chevaux du peuple de Botaï, dans le nord du Kazakhstan. Il y avait des ossements qui présentaient des usures au niveau des dents, etc. Donc on pensait que c'était des marques de harnachement. Et puis avec des analyses génétiques récentes, en fait, il y a un peu une rediscussion autour de ces éléments-là, avec deux choses. Alors, vous connaissez ce petit cheval là, le cheval de Przewalski. On pensait que c'était l'ancêtre de nos populations de chevaux modernes. En fait, pas du tout. Ce sont des chevaux qui sont issus, par contre, de la population du Botaï. Donc, à un moment de leur histoire, ils ont été domestiqués. Si vraiment ces preuves-là sont d'usure, etc., sont considérées comme des marques de domestication. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est pas une population qui est à l'origine de nos chevaux modernes. En fait, génétiquement, ils ont trouvé des traces dans des populations de chevaux en Hongrie par rapport à nos chevaux modernes que l'on a aujourd'hui. Donc c'est des choses qui sont rediscutées très régulièrement. Donc on a à peu près 4000 ans de relations communes avec les chevaux. C'est à vous de juger si c'est beaucoup ou pas. Si on prend l'exemple du chien, on est plutôt autour de 16 000 ans. Hein. Donc, est-ce que notre histoire commune, elle est vieille ou pas? Ça, c'est un peu à vous d'en juger. En tout cas, aujourd'hui, quand on regarde le corpus de littérature sur la cognition, notamment chez les chevaux, on peut identifier différents types de questions. En tout cas, on essaie de répondre à ces grandes catégories de questions. Donc, c'est ce que l'on va voir aujourd'hui ensemble. La première, c'est est-ce que les chevaux nous reconnaissent individuellement? Est-ce qu'ils perçoivent nos émotions? Est-ce qu'ils sont sensibles à nos intentions? Et puis, est-ce qu'on constitue une source d'information pour eux par rapport à l'environnement qu'on partage tous les deux? Alors, est-ce que les chevaux nous reconnaissent individuellement? Donc déjà, ce que l'on sait, c'est que les chevaux vont pouvoir faire une différence sur des attributs un peu généraux. Donc par exemple, ils sont capables de différencier des adultes des enfants. Et par exemple, par rapport aux enfants, il y a une étude qui montre qu'il y a des réactions un peu spécifiques par rapport à des portraits et des voix d'enfants, où justement les chevaux vont avoir un rythme cardiaque qui augmente un tout petit peu, un peu plus de vigilance, etc. Donc ils font vraiment une distinction sur des attributs un peu généraux. Il y a aussi des choses pour discriminer les hommes et les femmes, aussi sur la base de critères physiques, par exemple.
Donc ça, on sait que globalement, ils peuvent faire une distinction sur des attributs généraux. Ce que l'on sait aussi, c'est qu'ils sont capables de reconnaître, donc de faire la différence et de reconnaître évidemment un humain qui est connu. Alors ce qui est intéressant à partir de là, c'est de savoir comment ils font, quels sont les mécanismes qu'il y a derrière. On sait déjà qu'ils vont pouvoir se baser sur des indices visuels et notamment du visage. Par contre, ce qui a été montré, c'est qu'en fait, ils ne vont pas se baser sur la couleur des yeux ou la forme du nez ou de la bouche, etc. Ils vont plutôt avoir une reconnaissance un peu holistique, un peu globale du visage. Et ça, on le sait parce que quand on va demander aux chevaux de retrouver des personnes connues auxquelles on aura mis une perruque, des lunettes de soleil, etc., ils sont capables de le faire. C'est qu'en fait, ils se basent sur une approche holistique du visage. Ils ne vont pas se focaliser sur un aspect particulier du visage. Et la deuxième chose, c'est qu'ils vont, en plus de cet aspect holistique, ils vont avoir une reconnaissance qu'on appelle cross-modale, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir reconnaître une personne connue à la fois à partir de son visage et à la fois à partir de sa voix. En fait, ils vont croiser les deux informations pour reconnaître individuellement une personne. Et ça, on le sait parce que quand on va présenter une personne avec la voix de quelqu'un d'autre, il y a un problème de... Enfin, en fait, on sait qu'il passe beaucoup plus de temps à observer et tout ça, parce que en fait, on parle de violation des attentes. Ils ne s'attendent pas à avoir cette voix sur ce visage. Et donc, il y a une violation des attentes. Et c'est comme ça qu'on sait qu'en fait, ils se servent à la fois de critères visuels et à la fois de critères auditifs pour reconnaître individuellement une personne. Donc, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance cross-modale. Cette reconnaissance, ils sont capables de mémoriser jusqu'à très long terme. Alors, il y a une étude il n'y a pas très longtemps sur une mémoire jusqu'à 6 mois de personnes qu'ils n'avaient plus revues. Donc, individuellement, ils sont capables de se souvenir de personnes qu'ils n'ont plus vues sur plusieurs mois. Mais c'est probable que ça aille beaucoup plus loin. Et ils vont aussi, donc ça on l'a beaucoup évoqué, je vais passer très vite, ils se font une représentation mentale d'une personne en fonction de toutes les expériences qu'ils auront passées avec cette personne et généralisées à d'autres êtres humains comme Laetitia en a parlé juste avant. Alors sur la perception des émotions, il y a pas mal de choses aussi. Et pareil, l'idée, on se doute qu'ils vont percevoir nos émotions, mais l'idée, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de savoir comment, enfin quels sont les mécanismes derrière. Déjà, un peu comme pour les individus humains, ils vont être capables de faire la différence entre différents visages émotionnels. Donc on l'a vu sur la présentation des émotions, une émotion, ça va générer des changements, notamment sur le visage. Ça va générer des vocalisations particulières, des odeurs particulières même. Vous savez qu'on n'a pas la même odeur quand on ressent de la joie, de la peur, etc. Donc ce sont des odeurs émotionnelles. Et ça, les chevaux sont capables, spontanément, parce qu'il n'y a jamais d'apprentissage dans ces études-là, spontanément de faire une différence entre des visages émotionnels différents, des voix émotionnelles différentes et même des odeurs. Ça a été testé sur des odeurs de peur, de joie humaines. Ils sont capables ils marquent une différence entre des odeurs humaines de peur, des odeurs humaines de joie. Donc en fait, ça nous dit que pour les chevaux, ce sont des indicateurs d'émotions humaines qui sont pertinents. Les expressions du visage, les voix et les odeurs. Et ce que l'on sait aussi aujourd'hui, c'est un peu comme pour la reconnaissance individuelle, c'est qu'en fait, ils vont aussi se faire une représentation cross-modale de nos émotions. C'est-à-dire qu'ils savent très bien associer un visage humain d'un rire, enfin d'une vocalisation positive, un visage en colère d'un grognement, etc. Ils se font aussi une représentation globale de nos émotions à partir de nos visages, à partir de nos voix. Alors ça a été montré. Il y a beaucoup d'études sur la joie, la colère et la tristesse. Et assez curieusement, ça n'a pas été fait sur la peur, en fait, sur la perception de la peur humaine par les chevaux. On a des travaux qui sont en cours, notamment avec les odeurs de peur, justement. Mais on ne trouve pas trop de littérature sur la peur chez les humains. On trouve plutôt sur la colère, la joie et la tristesse. Ce qui est suggéré par une étude aussi, c'est que les chevaux arrivaient mieux à se représenter les émotions d'une personne connue par rapport à une personne moins familière. Mais il y a encore beaucoup d'émotions à investiguer parce que je vous l'ai dit, ça touche pour l'instant que peu d'émotions chez l'humain. Alors la question qui vient après, c'est une fois qu'on sait qu'ils perçoivent nos émotions, qu'ils savent
sans faire une représentation mentale, est-ce que nos émotions peuvent les impacter? Et ça, les effets que l'on retrouve et qui ont été décrits, ils le sont par rapport à la colère. Donc, on sait que les visages en colère vont générer des comportements latéralisés, on l'a vu juste avant, parce que du coup, l'information, voir un visage en colère va être traité d'une façon latéralisée dans le cerveau, plutôt du côté droit, et donc ça va entraîner par exemple des regards plutôt avec l'œil gauche, une attention avec l'oreille droite, etc. Une augmentation de comportement, un peu de redirection, par exemple gratter, lécher le sol, etc. Une augmentation du rythme cardiaque. Et puis la voix aussi, lorsqu'on ajoute la voix, ça augmente la vigilance. Donc il y a en fait une influence de l'expression de la colère humaine dans notre visage et notre voix. Ça a une influence sur l'état émotionnel des équidés. Pour l'instant, dans ces études-là, par exemple, il n'y a pas eu vraiment de résultats très significatifs lorsqu'on compare la joie, une émotion de joie et du neutre. Il faut encore investiguer si l'émotion de joie humaine peut avoir un impact positif sur les chevaux, plutôt positif, mais c'est pas encore vraiment très montré ça. Et puis, alors ça c'est très intéressant, ils se font aussi une représentation mentale d'une personne après l'avoir vue en situation émotionnelle. En fait, ce que les auteurs ont fait là, c'est qu'ils ont proposé je crois que c'était sur base de photos, des personnes, ils ont montré des personnes en colère, et puis une fois que les chevaux ont vu les photos, ils ont enlevé les photos, les deux personnes du test sont venues en vrai avec une expression neutre, d'accord ? Et là, les chevaux ont bien fait la différence entre les deux personnes en fonction de qui avait l'expression de colère et qui avait l'expression de joie. Ils sont allés beaucoup moins vers la personne en colère. Donc ça suggérerait qu'ils se font une représentation de ce qu'est une personne simplement en l'ayant vue dans une situation émotionnelle, même quand la personne ne montre pas d'indicateur d'émotion en fait. Il y a une étude en fait sur le dégoût chez l'humain qui pourrait générer plutôt des comportements d'évitement chez les chevaux. Ça reste des résultats à confirmer, mais voilà, peut-être que cette émotion aussi de dégoût pourrait avoir un impact sur l'état émotionnel des chevaux. Et donc je vous disais, sur la peur, en fait, il y a très peu de choses. Donc ça reste vraiment à développer. Nous, on commence à avoir quelques résultats dans notre équipe. On a une chercheuse qui travaille sur ces questions-là de reconnaissance des émotions humaines et notamment dans les odeurs. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont récolté. En fait, on met les gens au cinéma, on va leur montrer des films de joie, de peur, etc. Et puis les personnes vont avoir des petites compresses sous les bras pour récolter les odeurs. Et ensuite, ces compresses sont proposées aux chevaux en fait. Et ce qui a été vu pour l'instant, c'est qu'avec les compresses de peur, les chevaux étaient beaucoup plus réactifs à des choses. Donc simplement en sentant l'odeur de peur humaine, lorsqu'on leur proposait des nouveaux objets ou des stimulations un peu soudaines comme ça, ils réagissaient beaucoup plus que quand ils n'avaient pas la compresse d'odeur de peur. Donc il y aurait une forme de contagion émotionnelle en fait entre l'humain et le cheval via les odeurs, mais c'est encore des résultats qui sont investigués. Alors sur la question « es-tu sensible à mes intentions ?», on ne va pas y répondre directement. Par contre, il y a plusieurs études qui donnent des résultats qui sont assez intéressants et qui vont un peu dans cette direction-là. La première chose, c'est par rapport justement à l'état attentionnel, on en a parlé juste avant. En fait, est-ce que les chevaux sont sensibles à notre état attentionnel, pardon. Donc ça, ce que l'on sait, c'est qu'il y a des études qui montrent que quand les chevaux vont être face à plusieurs humains, alors soit qui les regardent, soit qui ont la tête baissée, soit qui sont tournés de trois quarts, etc., ils vont préférentiellement aller vers la personne qui est attentive à eux, donc qui est face à eux, avec le regard vraiment sur eux. Et quand on mixe un peu des indices, par exemple, une personne qui est vraiment face comme ça, mais avec les yeux fermés, ils sont tout à fait capables de retrouver la personne qui est face avec vraiment l'attention sur eux. Et ce qui est suggéré, c'est qu'ils se baseraient sur le mouvement des paupières, en fait, pour trouver l'humain qui est attentif à eux. Une autre étude qui va un peu plus loin, justement, donc c'est pas l'attention vis-à-vis d'eux, c'est notre attention par rapport à l'environnement.
C'est ce que vous avez juste en dessous. En fait, dans cette étude, ce qu'ils ont fait, on va faire un petit pari, tiens. Ce que les auteurs ont fait, c'est qu'en fait, il y a donc 2 personnes qui sont à côté d'un seau de nourriture. Donc le seau contient de la nourriture. Et dans les 2 personnes, il y a une personne qui voit qu'il y a de la nourriture dans le seau et une personne qui est dos au seau et donc qui voit pas le seau. Les 2 personnes se retournent face au cheval et on bouche le seau de nourriture. Donc en fait, le cheval ne peut pas y avoir accès. Lui, le cheval, il a vu toute la scène. Il a vu la personne qui voit le seau, il a vu que l'autre, il avait le dos tourné. Et donc, à votre avis, quand on va lâcher le cheval face aux 2 personnes, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, oui, évidemment, il va vers le seau en premier, ça c'est sûr. Il se rend compte qu'il ne peut pas y accéder. Donc la seconde étape... Ouais, c'est ça. Donc en fait, ça veut dire qu'ils arrivent à se faire une représentation de notre attention, même sur quelque chose qui n'est pas dirigé vers eux. Donc c'est plutôt assez fort. Et en fait, ils se servent de notre regard comme c'est un indicateur pertinent pour eux, pour comprendre où notre attention se dirige en fait. Alors, il y a quelques études sur les postures. Donc, ça, c'en est une, par exemple, qui montre que, pareil, de manière très spontanée, ils vont faire une différence entre 2 postures. Dans cette étude, plutôt aller interagir avec la personne qui a une posture moins dominante, moins celle de droite, du coup. On a parlé aussi du Pet Directed Speech, là, le Baby Talk. Donc ça, c'est pareil, je ne vais pas repasser dessus, mais en fait, pourquoi on se sert du PDS, là, du Baby Talk ? C'est justement parce que notre attention, c'est d'attirer l'attention alors plutôt d'un enfant, ou d'un animal. En fait, notre attention, on parle comme ça pour justement attirer notre attention. Et les chevaux, comme les bébés, en fait, sont sensibles à cette intention-là d'interagir avec eux, parce qu'on voit que justement, il y a une augmentation de la tension, du rythme cardiaque. Dans des situations de la vie courante comme le pansage, on voit que ça a été montré que les chevaux interagissaient plus avec l'humain quand il leur parlait comme ça, avec plus de regards. Et puis dans des tâches d'apprentissage comme montrer, lorsqu'un humain montre une source de nourriture, il réussissait mieux. C'est une tâche où les chevaux sont pas très très bons en fait, le pointage. Et quand les expérimentateurs leur parlaient comme ça a augmenté un peu les performances d'apprentissage. Donc ils sont sensibles aussi à cette intention qu'on peut avoir de capter leur attention. Une dernière étude qui est rigolote aussi. Donc dans cette étude-là, c'est peut-être celle qui s'approche le plus justement de la question est-ce qu'ils sont sensibles à nos intentions. En fait, donc chaque cheval va connaître les 3 situations. Donc, il faut imaginer une porte de boxe, par exemple. Il y a une paroi en verre ou en plastique transparent qui est posée avec un trou, vous voyez. Et donc chaque cheval va vivre 3 situations. Une première situation où il y a un humain qui va arriver avec une carotte et puis il va pas passer la carotte dans le trou, il va la garder pour lui, d'accord ? Donc là, l'humain, il n'a pas l'intention de lui donner la carotte. Dans les 2 autres situations, c'est un peu différent. Là, l'humain, il va arriver, sauf qu'au moment où il veut passer la carotte dans le trou a été bouché, donc il peut pas, en fait. Il veut, mais il peut pas. Et là, l'humain est un peu... il va arriver pour donner la carotte, et puis hop, il va la faire tomber. Donc pareil, il a l'intention, mais il la donne pas au cheval. Et donc l'idée, c'était vraiment très exploratoire, ça a été fait dans notre équipe. C'était très exploratoire, et on s'était dit, c'est ce que les chevaux vont... qu'est-ce que vont faire les chevaux ? Et donc, ce qui a été montré, c'est qu'il faisait très bien la distinction entre les 3 situations et que les 2 situations où les humains avaient l'intention de donner la carotte, les chevaux étaient beaucoup plus attentifs, passaient plus de temps à essayer de manipuler la vitre, etc. L'autre, les chevaux se désintéressaient très, 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 très vite. Donc, en fait, cette étude-là, elle montre que les chevaux avaient un intérêt en fait pour l'humain qui avait l'intention de lui donner une récompense, même si il n'a jamais vu la couleur de cette récompense en fait. Et donc une dernière catégorie, c'est est-ce que les chevaux se servent de nous comme source d'information pour l'environnement que l'on partage ?
Alors la première chose, qui est un terme en éthologie qui s'appelle la communication référentielle, c'est étudié avec plein d'espèces animales. En fait, c'est est-ce qu'on peut arriver à s'échanger des signaux donc est-ce que nous, on peut fournir des signaux au cheval qui vont lui donner une information sur l'environnement, et puis inversement, est-ce que les chevaux nous donnent des informations sur notre environnement? La tâche un peu classique pour étudier ça, c'est justement le pointage, c'est le fait de montrer une source de nourriture, par exemple. Il y a plein d'espèces qui réussissent très bien. Chez le cheval, il y a des résultats très contrastés entre les études. On a vu juste avant que le fait, c'est peut-être pas le pointage seul qui est suffisant pour que les chevaux vraiment se servent de cette information pour naviguer dans leur environnement, mais on a vu qu'en rajoutant du baby talk, par exemple, ça a augmenté la performance d'apprentissage. Donc il faut peut-être d'autres signaux en plus du pointage pour vraiment que ça serve aux chevaux comme source d'information. Le pointage seul, vraiment très, avec une position très neutre, sans voix et tout ça, ça fonctionne pas très très bien. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que dans plusieurs études, le contraire a été montré, c'est-à-dire que les chevaux vont nous envoyer aussi des signaux sur notre environnement. Et notamment, il y a eu quelques comportements qui sont décrits. Alors souvent, la situation, c'est que pareil, les chevaux savent qu'il y a une source de nourriture, mais ils ne peuvent pas y avoir accès. Et donc, ils vont essayer de solliciter une personne autour. C'est un peu l'étude qu'on a vue juste avant. Vous voyez, où la personne voit qu'il y a de la nourriture dans le seau. Et donc, en fait, le cheval va venir toucher, solliciter beaucoup plus cette personne-là. Donc, en fait, il envoie des signaux parce que potentiellement, il veut avoir accès à la nourriture. Dans d'autres études, un peu dans le même contexte, ça a été montré qu'ils vont faire des alternances de regard. Donc, entre l'humain, la source de nourriture, l'humain, la source de nourriture, et voir des pointages vers la source de nourriture. Donc, en fait, c'est considéré comme des signaux de communication. On peut parler de communication référentielle parce que les chevaux nous envoient en fait des signaux par rapport à notre environnement. Alors, un autre aspect, c'est ce qu'on va appeler l'apprentissage social. C'est est-ce que les chevaux sont capables d'apprendre quelque chose de nous, notamment des comportements particuliers. Ça, souvent, ce qui a été fait, dans les quelques études qu'il y a, c'est les humains vont montrer un comportement et voir si les chevaux sont capables d'apprendre et de reproduire. Souvent, c'est ouvrir une boîte de nourriture, on tourne un peu toujours même autour des mêmes thèmes, mais c'est apprendre à manipuler un levier pour ouvrir une boîte de nourriture. Donc, dans les deux études là qui ont été publiées, il y a effectivement un gain de performance quand les chevaux voient un humain manipuler le dispositif. Ils réussissent plus souvent après à le faire eux-mêmes. Par contre, ils vont bien sûr utiliser de leur propre technique, si je peux dire. En fait, il y a une étude, par exemple, qui a regardé si c'était donc une boîte avec un levier. On va montrer aux chevaux, par exemple, à manipuler avec la main, ou alors à manipuler avec le pied, ou alors à manipuler avec le nez. Ils ont vraiment fait ça. Ils se sont mis par terre pour manipuler avec le nez. Et en fait, ce que font les chevaux, c'est qu'ils vont réussir plus à ouvrir la boîte, mais ils vont le faire un peu de leur propre manière. Si un expérimentateur a montré avec le nez, il y a plein de chevaux qui vont utiliser le pied, et puis inversement, en fait. Donc, ce que vont plutôt tirer les chevaux comme information, c'est « Ok, là, il y a un truc intéressant, et ça a l'air de se manipuler comme ça. Par contre, ils vont faire comme ils veulent. » Donc, on ne peut pas vraiment parler d'apprentissage social, en fait. Parce qu'il n'y a pas un apprentissage vraiment d'un comportement très particulier. Alors, ils vont aussi se servir, c'est une étude aussi qui est assez rigolote, c'est que donc sur un objet, sur un nouvel objet, ils vont se servir de la réaction de l'humain pour juger de cet objet. Donc, si l'humain va regarder l'objet en faisant « Ah !» comme ça, avec une expression de peur et tout, les chevaux passent plus de temps éloignés de l'objet, ils ont aussi le rythme cardiaque qui augmente, etc. Par rapport à lorsque l'humain regarde l'objet avec une attitude positive. Donc, ils vont se servir de ce que nous, on renvoie comme information pour interpréter leur situation. Ça fait partie de l'apprentissage social, en fait. Et puis pour terminer, cette étude-là aussi, elle est rigolote. Donc,
Dans cette étude, ce que les gens ont fait, c'est que donc, le cheval qui est testé, c'est le cheval qui est en bleu. Et il va regarder 2 films. Il va regarder un film avec un autre cheval donc, qui est pensé par une personne. La personne fait attention à faire plaisir au cheval, à avoir la grimace comme ça, avec la lèvre qui avance et tout. Et puis un autre film avec une autre personne, où là, le cheval va recevoir du pchit dans l'oreille, enfin du spray dans l'oreille. Donc il va y avoir des réactions de peur, etc. Le cheval donc connaît ni l'humain ni les chevaux sur les films. Il regarde les 2 films et ensuite les 2 personnes des films viennent voir le cheval. Donc à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Alors qui pense qu'il va aller vers la situation positive, enfin, vers l'humain qui est associé à la positive? Eh ben non. Alors déjà, ils font la distinction, et ça c'est assez fort, parce qu'en fait, ils ont vu les gens que sur des films, et ils ont réussi à se représenter, ils avaient une représentation mentale des 2 personnes qu'ils ont transposée sur les personnes en réel, donc ça c'est quand même déjà extrêmement fort. Et alors dans cette étude, non, pour le coup ça a violé nos propres attentes, c'est qu'ils sont plutôt allés voir la personne qui était impliquée dans la situation négative. Alors, à ce stade, ça reste des hypothèses, mais il a été décrit plusieurs fois dans les comportements sociaux entre chevaux, sur des populations férales, mais pas que d'ailleurs, non, des chevaux féraux et des chevaux domestiques, que en cas d'interaction négative entre 2 chevaux, il pouvait y avoir l'intervention d'un 3e cheval qui allait voir en fait le cheval agresseur pour, alors sans doute, enfin on ne sait pas en fait, mais peut-être le calmer ou en tout cas rétablir une situation plus positive. Et donc là, c'est peut-être ce qui s'est passé. Le cheval, les chevaux sont plutôt allés solliciter la personne agresseuse, enfin, pour peut-être essayer de calmer. On ne sait pas trop. Ça reste des hypothèses. En tout cas, la discrimination vers la personne de la situation négative a été très, très marquée. Donc les chevaux reçoivent et ils utilisent surtout plein d'informations que nous, on va renvoyer, et les autres chevaux aussi d'ailleurs, pour interpréter une situation. Donc ça, c'était un petit aperçu de ce qu'on trouve sur les études en cognition. Je vous ai dit en introduction que c'était un champ qui se développait beaucoup. Donc dans les années qui arrivent, on va avoir encore plein de nouveaux résultats à vous présenter. Ce qui est intéressant, c'est que tout ça, on se dit, en tant que personne qui côtoie les chevaux, on se dit que c'est logique, et d'ailleurs c'est plutôt bon signe, que les chevaux perçoivent nos émotions, qu'ils nous reconnaissent, etc. Ce qui est intéressant, par contre, c'est d'expliquer les mécanismes, en fait, de comprendre qu'ils se font une reconnaissance globale, en fait, de nous, à la fois de nous, individus, de nos émotions, qu'en fait, on leur renvoie plein d'infos quand même tout le temps, dans notre façon de se comporter. Donc ça, c'est ensuite des choses qu'on peut des connaissances qu'on peut essayer d'adapter à sa pratique. Et en fait, l'objectif de ces études-là, c'est de toujours mieux se représenter l'univers mental des chevaux pour éviter les traitements inadaptés dans les modes d'hébergement et dans les pratiques. Donc voilà, j'espère que j'ai été claire, et puis n'hésitez pas si vous avez des questions.